Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous en direct ce soir, comme d'habitude, dans le studio de Boursorama. Il est 18h30, passé de quelques secondes. Et le sujet de cette webconférence ce soir, il est long, je prends mon élan. SCPI, SCI, OPCI, comment diversifier son assurance vie avec la pierre papier. Alors je ne vais pas vous refaire le chapitre de l'assurance vie, couteau suisse de l'épargnant, mais il est vrai que l'enveloppe reste l'une des plus souples, voire la plus souple en matière de supports possibles à intégrer. Et nous avons ce soir décidé de nous concentrer sur les supports immobiliers. Alors qu'est-ce qu'on entend par SCPI, SCI, OPCI? Quelles sont les grandes caractéristiques, les différences ou les points communs entre ces trois supports? Comment on peut les intégrer au sein de son assurance vie? Le tout, dans un contexte pas évident puisque le marché immobilier a beaucoup évolué avec la remontée des taux. On va le voir, ça aussi. Pour proposer ces produits, en tout cas, Boursorama s'est associé avec deux acteurs experts du sujet, Sofidy et Swiss Life Asset Manager France. Pour répondre donc à toutes vos questions ce soir, tous les thèmes que je vais aborder, j'ai réuni autour de la table Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France, membre du directoire de Swiss Life Asset Manager France. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Laurent. À ses côtés, Nicolas Vandenhen, directeur de l'épargne chez Sofidy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent. Et un visage de Boursorama que vous ne connaissez pas encore, mais ça va changer. Thomas Baudry, chef de produit marketing, épargne et bourse. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Bon, j'espère que vous êtes en forme parce que, autant vous le dire, on a eu beaucoup d'inscrits pour ce moment d'échange. Plus de 1700, voilà, vous êtes 1700 à vous être inscrits et déjà beaucoup de questions qui sont tombées au moment justement où vous avez, vous êtes inscrits pour cette webconférence. Elles vont continuer, j'en suis sûr, à pleuvoir pendant ces 50 minutes, peut-être une heure d'échange sur le sujet pendant lequel nous allons être ensemble. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer à en poser tout au long de l'intervention. Et je vais me tourner tout de suite vers vous, Aurélie, parce que, je le disais, pendant le lancement, on en entend des choses en ce moment sur le marché immobilier, baisse des prix, difficulté à boucler des projets. L'AMF qui récemment mettait en garde sur justement les supports d'immobilier papier. Écoutez, parfois on a l'impression que c'est l'apocalypse qui nous attend sur cette année. Est-ce qu'on peut essayer de poser un petit peu factuellement, sereinement, les bases sur le marché immobilier en 2023? Alors, je vais essayer, Laurent. Oui. C'est pas une mission très simple. Je vais essayer de prendre un cadre un petit peu plus large pour rappeler le contexte. Pendant plus de 10 ans, l'argent a eu un coût extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on pouvait emprunter sans que ça nous coûte beaucoup d'argent, voire certains emprunts étaient quasiment gratuits, en fait. Le retour de l'inflation a complètement changé cette donne. La BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a commencé à augmenter ses taux d'intérêt en juillet 2022. Et elle a mis, en faisant ça, un terme à 10 ans de quasi-gratuité de l'argent. On n'avait plus l'habitude. On n'avait plus l'habitude, oui. Exactement. Le 15 juin dernier, à nouveau, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux d'intérêt de 0,25%. C'était la 8e hausse depuis un an. Et elle a fait passer, en faisant ça, le taux de dépôt, qui est le taux de référence, à 3,5%. C'est le niveau le plus élevé depuis 2001. Et elle nous dit que c'est peut-être pas fini, quand on écoute Christine Lagarde. Et c'est sans doute pas fini. Donc aujourd'hui, on est dans une situation hors norme. Ce qui est hors norme, c'est certes l'amplitude de cette hausse de taux, mais c'est surtout la rapidité avec laquelle elle s'est faite. Or, quand on augmente les taux, qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est de renchérir le coût du crédit. En zone euro, entre avril 2022 et avril 2023, les prêts immobiliers de plus de 10 ans, en moyenne, sont passés de 1,6% à 3,1%. Je pense que tous les ménages, tous les particuliers qui ont essayé d'emprunter s'en sont bien rendus compte. On est tous aperçus, exactement. Or, les taux d'intérêt, c'est absolument central pour le marché immobilier. Parce que le crédit, c'est la principale source de financement de ce marché. Ça vaut pour les particuliers, ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les institutionnels, ça vaut pour tout le monde. En plus, cette période de taux très bas qui avait duré très longtemps a eu comme conséquence d'accroître le recours au crédit. Au crédit, oui, forcément, pourquoi se priver? Et à accroître l'effet de levier. Oui. L'effet de levier, c'est la différence entre le rendement de mon investissement et le coût de mon financement. Est-ce que je suis à peu près clair? C'est tout à fait clair. Donc cette augmentation de taux brutale, elle est venue, et rapide, elle est venue freiner la demande sur le marché immobilier. D'une part en limitant les financements, le crédit, comme on vient de le voir, et aussi parce qu'elle a l'attractivité relative des actifs immobiliers au regard d'actifs plus liquides, comme par exemple
les obligations. Les obligations d'État, par exemple, on a redécouvert que les obligations pouvaient être attrayantes. Pouvaient avoir un rendement finalement, somme toute, intéressant. Or, comme dans tous les marchés, quand on a une demande qui baisse et une offre qui reste constante, les prix s'ajustent à la baisse. Et c'est vrai qu'on peut dire que les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt a créé une pression baissière sur le marché immobilier. Et on a assisté depuis le début de l'année à des reculs de prix sur, par exemple, certains actifs de bureaux, certains actifs de logistique. Bon. Donc maintenant, on est dans une situation où, côté vendeur, il y a une inadéquation entre les attentes en tant que vendeur et les offres de prix proposées par les acquéreurs. Et puis, du coup, il y a une baisse importante des volumes de transactions et des volumes tout le monde est un petit peu en situation d'attente, c'est ça. Exactement. Il y a une espèce de cristallisation qui s'est faite sur le secteur immobilier. Donc maintenant qu'on a dit ça, ce changement de cycle immobilier, quand on est un investisseur, pour nous, il va avoir une vraie vertu. Puisque, et ça va être vrai pour les professionnels, ça va être vrai aussi pour l'habitation sans doute, c'est qu'à un moment donné, on va avoir un point de rencontre entre ce vendeur qui ne veut pas baisser ses prix et qui a retiré un peu ses actifs du marché, et puis l'acheteur qui se dit je vais attendre que ça baisse, ça va bien continuer à baisser. Oui. Et donc sur ce point de rencontre, on va avoir un marché qui va retrouver sa liquidité sur ses prix correspondant aux attentes des uns et des autres. Et nous, investisseurs, on va pouvoir aller acheter au bon prix, sur des taux de rendement plus élevés que par le passé, des actifs de qualité, bien situés, bien positionnés. Et donc, on va pouvoir retrouver finalement des opportunités d'achat qu'on n'avait pas vues depuis sans doute 2008. Bon, donc, quelque part, ça c'est un point positif. Voilà un petit peu pour le décor, il est planté. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de perspective, tout ça? Parce que je le disais, on nous dit, voilà, 2023, ça va être très compliqué. Est-ce que là aussi, on peut essayer de dédramatiser peut-être un petit peu la situation? Alors, en fait, je pense qu'il faut regarder secteur par secteur et avoir une lecture professionnelle de ce marché. C'est un peu notre métier. Alors justement, Nicolas, secteur par secteur, qu'est-ce que ça nous met si on rentre dans le détail? Voilà, parce qu'on se dit aussi que tous les actifs n'évoluent peut-être pas de la même façon. Alors exactement, c'est important d'avoir bien en tête que l'immobilier qu'on va trouver dans les différents véhicules de pierre-papier, c'est de l'immobilier qui est différent de ce qu'on peut faire, de ce que chacun peut faire au quotidien. Ce qu'on appelle plus particulièrement l'immobilier tertiaire. Donc l'immobilier tertiaire, dans les grandes lignes, pour donner quelques exemples, c'est des actifs de bureau, de commerce, de logistique, d'hôtellerie, même si on peut également travailler un petit peu le résidentiel. Je vous coupe Nicolas en régie, on a une slide pour ça, si on peut l'illustrer, le propos de Nicolas. Voilà, super, merci beaucoup. Et ce qui est important, c'est que ces différentes typologies d'actifs ne vont pas exactement fonctionner les unes en même temps que les autres de la même façon. C'est ce qui apporte énormément d'intérêt dans cette matière, c'est qu'effectivement, on peut venir travailler plein de choses un peu différenciantes. Dans ce domaine-là, vous évoquiez tout à l'heure la notion d'apocalypse. Effectivement, comme le disait Aurélie, on est plutôt partisan de se dire que notre métier, depuis le temps qu'on gère les actifs immobiliers, c'est de faire face à des vents contraires. C'est pas la première crise du secteur. C'est pas la première crise, et notre métier, c'est justement d'être capable de gérer l'immobilier dans ces périodes-là, dans ces périodes qu'on qualifie plutôt de challenging, c'est-à-dire qu'il y a un vrai challenge à relever. Et voilà. Alors, comment on décortique les choses? Si on prend les quelques grandes typologies d'actifs, sur le secteur du bureau, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé au moment du sortir de la Covid, notamment sur fond de télétravail, avec un peu un message, une traînée de poudre qui laissait dire que c'était la mort du bureau. C'est fini le bureau, tous les gens vont être chez eux. Voilà. Bon, dans les faits, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui font du télétravail, mais continuent d'aller au bureau et finalement on peut affirmer aujourd'hui que non, c'est pas la mort programmée du bureau. On peut très clairement se dire qu'il y aura toujours demain des besoins de bureaux. Certes, les besoins ont évolué, les usages, la façon d'utiliser les bureaux évoluent. Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse nous s'adapter, nous gestionnaires s'adapter, être en capacité d'investir dans ces actifs-là. Et on pense que la notion de centralité, c'est-à-dire des actifs de bureau très bien placés, ça sera un driver très important pour demain. Donc clairement, les actifs de bureau, il va falloir être très
sélectif, mais on pense qu'effectivement, il y a des vraies opportunités à saisir. Sur les actifs de commerce, là, si on reprend également le sujet de la Covid, le commerce est sorti gagnant. C'était pas gagné au démarrage. C'était pas écrit, mais au final, il y a quelques typologies d'actifs de commerce, et c'est important de parler de commerce avec un S. Le commerce est pluriel, qui s'en sont très très bien sortis. Je pense au retail park, je pense au commerce de centre-ville, qui, avec une notion de proximité, ont véritablement… Retail park, quand on n'est pas un pro. Retail park, c'est effectivement du commerce qu'on va trouver en extérieur des villes, avec des locomotives qui sont des gros actifs alimentaires. Les zones commerciales. C'est des zones commerciales, exactement. Okay. Et donc le commerce a formidablement bien rebondi sur fond de proximité, a démontré une grande résistance. Et là aussi, on pense que ça peut véritablement tirer son épingle du jeu, au même titre que l'hôtellerie, qui est drivée. On a un vrai mouvement de fond, le tourisme. Pour le coup, les touristes sont de retour. Les touristes sont de retour. Il y a un segment qu'on affectionne particulièrement chez Sofidy, c'est l'hôtellerie de plein air, le terme scientifique pour parler de camping. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Et puis on peut terminer, on l'a évoqué un petit peu, la logistique. C'est vrai que la logistique était devenue très chère, très demandée, mais il y a peut-être un momentum qui crée une vraie opportunité sur ce secteur-là, qui reste effectivement assujetti à des mouvements de fonds sur fond de e-commerce. La logistique, pour être très précis, c'est les entrepôts, les centres de stockage, c'est les entrepôts, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être du très très gros entrepôt utilisé par Amazon, mais ça peut également être de la logistique de proximité, la fameuse logistique du dernier kilomètre, où là, on a besoin, pour avoir un maillage et pour tenir toute cette fameuse chaîne de la logistique, d'entrepôts à proximité des centres-villes. Donc, vous voyez toujours cette notion de centralité et de proximité qui est très chère. Donc, on reste confiant, il va falloir être vigilant, très sélectif. Ça, c'est clair, je pense que c'est un des enseignements. Très sélectif, mais on est dans un moment où il y a clairement des opportunités à aller chercher. Bon, un constat qui est plutôt rassurant, somme toute. On a des questions qui étaient tombées au moment de l'inscription qui collent un peu à ce que vous venez de dire. J'avais envie de vous poser. Lionel, qui se demandait notamment la hausse des taux d'intérêt semble conduire à une baisse des prix des actifs immobiliers. C'est ce dont on vient de parler. Les foncières ont déjà pas mal corrigé depuis leur plus haut. Ne devrait-on pas s'attendre à des baisses équivalentes dans la valorisation des SCPI investis sur les mêmes classes d'actifs immobilières que les SIC, REITs, etc., bureaux, commerce? Alors, est-ce que, oui, si les foncières, on rappelle, c'est les sociétés d'immobilier qui sont cotées en bourse, baisse, on devrait se dire ça devrait être pareil pour les SCPI finalement. Alors là, si je puis me permettre, la réponse est dans la question, ou en tout cas dans ce que vous venez d'introduire. On est effectivement, et c'est important de se le rappeler, sur des titres cotés qui ont subi de fortes variations sur fond, effectivement, plus sur le cours de bourse que sur la véritable valorisation des sous-jacents immobiliers qu'on trouve à l'intérieur. Ce sont des actions en fait. Ça reste des actions, donc il faut être vigilant, il ne faut pas aller trop vite dans la comparaison. Il faut aller peut-être un cran plus loin, dépasser le cours de bourse, qui sur le long terme, quand on repart sur le long terme, ça reflète une vraie valeur du sous-jacent, mais à court terme, il faut s'en méfier. Donc en rentrant dans l'analyse, on se rend compte que ce qu'on connaît sur l'univers des foncières cotées, on rencontre la même chose dans l'univers des SCPI. Donc quelque part, il ne faut pas anticiper de drame sur les SCPI, sur fond d'évolution des cours des foncières cotées. Par raison, n'est pas toujours raison, on le dit, mais voilà, dans ce cas-là, en tout cas, c'est intéressant. On avait Sylvain qui nous demandait actuellement, l'immobilier fait beaucoup parler. Oui, certains fonds ont déjà perdu en valeur. Avez-vous prévu de faire un point sur l'actualité et sur les perspectives? Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. En tout cas, essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur le secteur actuellement. Voilà pour cet éclaircissement utile, plutôt rassurant. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, on va parler, on le disait ce soir, de SCPI, SCI, OPCI. Bon, alors pour les plus pros qui nous regardent, tout ça est complètement limpide comme de l'eau de roche, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, je dirais même notamment peut-être plus particulièrement pour le cas du SCI. Est-ce qu'on peut faire un petit point très complet sur le sujet? Tout à fait, Laurent. Alors, effectivement, on a parlé d'immobilier de bureau, de commerce, mais c'est vrai que pour un particulier, c'est compliqué d'acheter un immeuble, c'est compliqué d'acheter un entrepôt, c'est compliqué quand même, d'acheter une boutique. Donc pour ça, il y a des produits d'investissement qui existent, et donc c'est ceux qui sont nommés dans le titre de notre webinaire ce soir. Alors on va commencer par les SCPI. Juste, j'en profite, il y en a des tas de questions qui sont tombées. Jean-Luc, SCPI, OPCI, je comprends, mais SCI, alors voilà, on voit peut-être plus ça. Gérard, bonjour, absolument novice sur les SCPI, SCI, OPCI, je veux dire, me renseigner sur les avantages et les contraintes de ce type de support, on va en parler. Jérémy nous demande SCI versus SCPI, quelle différence? Donc on voit que ça alimente beaucoup de réflexions, d'interrogations. Christian, quelles sont les différences entre les SCPI, OPCI, SCI? Quels sont les frais d'entrée? Comment sont versés les dividendes? À quelle fréquence? Ces placements sont-ils défiscalisés? Voilà, c'est à vous. Beaucoup de questions. On va tout expliquer. Donc comme je le disais, donc les SCPI, SCI, OPCI sont des véhicules d'investissement qui permettent aux particuliers d'accéder
à ce type d'immobilier qui est habituellement un peu compliqué pour les particuliers, étant donné le ticket d'entrée et même la typologie d'actifs qui ne se prête pas à un investissement pour un particulier. Donc les SCPI, Société civile de placement immobilier, c'est le type de fonds le plus ancien qui existe. Elles ont été créées dans les années 70 à peu près. Et ce sont des sociétés donc non cotées en bourse, comme on l'a dit, et qui ont pour objet exclusif l'acquisition d'un patrimoine immobilier dédié à la location. Donc une SCPI va acheter des biens immobiliers, les mettre en location, et l'investisseur dans la SCPI, donc on appelle l'associé, donc va pouvoir acheter des parts de cette SCPI et donc toucher des dividendes qui correspondent aux loyers qui auront été perçus par le gestionnaire de la SCPI. Donc on voit qu'il y a deux composantes à la performance. Donc il y a les loyers qui sont reversés sous forme de dividendes et il y a aussi les éventuelles revalorisations du prix de la part si jamais les actifs qui sont détenus dans la SCPI s'apprécient. Jusque-là, je vous suis parfaitement, toi. Très bien. Donc il faut aussi parler des frais puisque c'est très important. Donc c'est un véhicule qui est assez chargé en frais à l'entrée. On a généralement des SCPI qui tournent à peu près autour de 10% de frais d'entrée et qu'il faut mettre en balance avec le marché immobilier, puisque lorsque vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, il y a tout ce qu'on appelle les frais de notaire, les droits de mutation, la recherche des biens. Et l'acquisition d'un bien immobilier est plus compliquée que l'acquisition d'actions qui sont un marché un peu plus simple à appréhender pour un gestionnaire, par exemple. Et en ce qui concerne les frais de gestion, ils sont prélevés directement sur les loyers, c'est-à-dire que la SCPI va percevoir les loyers de ses locataires, va prendre une partie en frais de gestion et va ensuite reverser les dividendes restants à l'associé. Et généralement, les SCPI ont un rendement qui est compris autour de 4 à 6%. C'est un marché qui a une très grosse capitalisation, à peu près 90 milliards d'euros de SCPI. Et il y a 215 SCPI en France. Et c'est un marché qui reste très dynamique, puisqu'en 2022, c'est encore un véhicule d'investissement qui a collecté plus de 10 milliards d'euros. Donc voilà pour les SCPI, donc le produit que la plupart des gens connaissent le mieux. On peut ensuite parler de ce qu'on appelle donc, les OPCI. Donc, les OPCI, c'est un produit qui est un peu plus récent et c'est un produit qui est hybride financier immobilier. Donc, comme vous le voyez, il y a une poche immobilière donc, qui détient des actifs immobiliers comme les SCPI, mais il y a aussi une poche d'actifs financiers et une poche de liquidité. C'est un produit un peu plus hybride. En fait. Exactement. Vous avez, on va dire, les deux mondes, le monde financier et le monde immobilier. Et donc, l'avantage de ce type de produit, ça peut être la liquidité, puisque un bien immobilier, par définition, il est beaucoup plus difficilement sectionnable, cessible. Et donc, le fait d'avoir cette poche financière va permettre de rentrer et de sortir de façon un peu plus simple que pour une SCPI, où là, il y a une notion de liquidité qui est un petit peu plus complexe. Et généralement, donc, ces fonds sont valorisés toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et aussi, parmi les fonds immobiliers, c'est le seul fonds que l'on peut acquérir via un compte titre, puisqu'il y a une poche financière, ce qui fait que ce produit, donc, qui est à la fois hybride, mais aussi elle peut être considérée au regard de la législation comme un produit financier que l'on peut acquérir via un compte titre. Bon, on va voir effectivement différentes enveloppes. Voilà pour l'OPCI. Et donc le dernier né de la typologie des fonds immobiliers, c'est la SCI, donc la Société civile immobilière ou SC, à ne pas confondre avec les SCI dites familiales que certaines personnes. Je pense que ça amène pas mal de confusion d'ailleurs. Exactement, le fait d'avoir le même nom ne rend pas toujours facile l'appréhension du produit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la SC, c'est un fonds qui permet d'investir dans tout type d'immobilier. Donc il y a un univers d'investissement qui est très très large. Alors que la SCPI ne peut acheter que de l'immobilier en direct, en fait, la SCI va pouvoir acheter de l'immobilier en direct, mais aussi des parts de SCPI, mais aussi participer à des clubs deals, investir dans des foncières cotées. En fait, il y a tout le spectre d'immobilier que le gérant d'une SCI peut loger dans la SCI. Activer, finalement. Voilà. Un produit très souple finalement. C'est un produit très souple. C'est aussi le fonds immobilier qui est le moins chargé à l'entrée, puisqu'on a à peu près généralement 2% de frais d'entrée qui sont acquis au fonds. Et aussi, spécificité, c'est un fonds qui est exclusivement dédié aux enveloppes assurantielles. C'est-à-dire que vous ne pourrez investir dans une SC que via une assurance vie ou un périn. Bon, on va avoir l'occasion de le redire, mais il y a aussi pas mal de questions qui sont tombées. Justement, Bruno qui se demandait, Bruno, les résultats des OPCI nous semblent pas très bons ces dernières années. Pourquoi ? Et Henri, quel est l'intérêt des OPCI ? Qui veut répondre à cette question ? Alors moi, je peux y répondre, mais Thomas l'a déjà fait d'une certaine façon. Les performances des OPCI ces dernières années ont tendance effectivement à être en retrait au regard notamment de celles de certaines SCPI par exemple. Et c'est directement lié à l'aspect hybride de ce produit puisqu'il y a
40% d'actifs financiers. C'est ce qu'on vient de voir, oui, tout à Et donc fait. en 2022, les marchés financiers ont quand même corrigé pour la plupart de façon importante. On a vu des baisses de valeur importantes. Et donc, comme c'est un véhicule qui est valorisé assez fréquemment, Oui. Bah, il a pris cette baisse il imprime dans baisse son des prix. marchés. Ouais. Il imprime dans son prix la baisse des marchés. Donc il est plus volatile, mais quelque part, le prix de la part de l'OPCI reflète la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un fair price. Très clair. Et je voudrais juste ajouter que pour ces 3 produits, il faut quand même mentionner, c'est important, que ce sont des investissements de long terme. Oui. On parle d'immobilier. Alors, à chaque fois, je demande à mes invités, c'est Vraiment. quoi le long terme? 10 ans. 10 C'est ans. de l'immobilier. Voilà. Ouais. Minimum. Minimum 10 ans. 10 ans minimum. Vous en prenez pour 10 ans, sachez-le. Cette question de Bernard, que moi j'adore, parce que je pense que tout le monde se la pose, et en même temps, elle appelle une réponse qui n'est pas forcément simple. SCPI, SCI, OPCI, quel est le support le plus judicieux? Ah. Alors, C'est ce que ça dépend, ça dépasse. On l'a laissé à Thomas finalement. ça dépend de beaucoup de choses et dont on va aussi parler dans la suite du webinaire parce que la façon donc déjà d'acquérir ces fonds est différente. Et donc là, aujourd'hui, on parle spécifiquement de l'immobilier dans les enveloppes dites assurantielles, parce que les SCPI, on peut investir en direct et toucher des loyers directement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire chez Boursorama. On y travaille, mais aujourd'hui, donc, on se concentre sur l'immobilier dans les enveloppes assurantielles, c'est-à-dire l'assurance vie ou le périn. Et à ce titre, aujourd'hui, alors on ne peut pas donner de conseils d'investissement, évidemment, mais on peut notamment dire que la SC est un véhicule qui est assez attractif, notamment du fait que les frais d'entrée sont généralement les plus faibles parmi les fonds immobiliers et permet d'avoir un petit peu... permet aux gérants en fait une très large palette d'investissement dans la mesure où il n'est pas... Exactement, il peut investir dans tout type d'immobilier. Une question de Malo qui demandait, les OPCI sont-ils cotés? Non. Enfin, s'il y a un prix. Il y a une valeur liquidative. Oui, il y a une valeur Qui est le liquidative. prix de Ouais, l'OPCI qui est calculé, Thomas le soulignait, soit de manière hebdomadaire, soit tous les 15 jours, ce qui représente la vraie valeur de cet OPCI, son vrai prix. Oui. Mais ce n'est pas un véhicule coté au même titre qu'une action. C'est ça, exactement. Question de Patrick, je la prends parce que je vous dis, ça crépite déjà en direct. La pierre papier est-elle assujettie à l'IFI? Oh, la bonne question. Et moi, je croyais que c'était non, et je crois qu'on m'a dit que c'était oui, en fait. Et malheureusement, oui. Oui. Malheureusement ou heureusement Oui. pour ceux qui ont la chance de payer l'IFI, mais effectivement, les véhicules pierre-papier, SCPI, SCI ou OPCI rentrent dans l'assiette IFI. Oui. Mais attention, en fonction finalement des caractéristiques de ces différents véhicules, ce n'est pas la totalité de l'exposition qui va être intégrable dans l'assiette IFI. Si on prend de manière un petit peu caricaturale, sur les OPCI grand public, seule la partie immobilière et donc la partie financière ne rentrera pas dans Les l'IFI. 40% dont on Exactement. parlait, Sur les sociétés civiles, il y en aura une partie un petit peu plus importante. Sur les SCPI, encore un peu plus important du fait de la structuration de ces véhicules. Ça veut dire, Nicolas, qu'on va se casser un peu la tête pour remplir sa déclaration quand même au bout d'un moment. Et non, pas forcément. Parce que... Non, ça peut être un petit peu compliqué, effectivement, mais globalement, le fait d'en ajouter un petit peu parfois dans son exposition, le seuil quand même, rappelons-le, c'est 1,3 million d'euros. C'est la base minimum de détention d'immobilier net. Donc si on a des emprunts en plus, on peut netter avant d'être assujetti de rentrer dans ces sujets-là. Donc il y a un petit peu de marge. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent peuvent être encore un petit peu à l'abri. Ok, bon, très clair. Alors, question aussi qui revient souvent, et là aussi c'est l'autre partie importante de notre sujet, c'est dans quelle enveloppe on peut loger ces produits. Vous l'avez dit, Thomas, on va voir que dans le cas des supports immobiliers, il y a quand même justement plusieurs possibilités. Tout à fait. Alors c'est effectivement un petit peu complexe pour l'épargnant qui ne connaît pas tous ces supports, donc on a préparé un petit tableau récapitulatif. Ce qu'il faut savoir chez Boursorama, c'est que l'enveloppe d'investissement qui permet d'investir dans tous les types de fonds immobiliers, c'est l'assurance vie, puisque dans votre assurance vie, vous pouvez mettre des SCPI, vous pouvez mettre des SC, donc SC ou SCI, et vous pouvez également mettre des OPCI. Donc l'assurance vie, le contrat Boursorama Vie ou les contrats ex-direct pour les contrats ex-ING, peuvent donc les mettre tout ce type d'immobilier. Dans le périn matelas, vous pouvez investir aujourd'hui dans des SC et on travaille à ajouter des supports SCPI, OPCI dans les prochains mois. Attention, vous faites des annonces, Thomas, ce soir. Oui, il y aura plusieurs annonces ce soir, effectivement. Et enfin, les OPCI peuvent également faire l'objet d'une acquisition via un compte titre ordinaire, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque cette poche financière en fait, permet l'acquisition via un compte titre ordinaire. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargnant, mais aussi pour l'immobilier, puisque tous les types d'immobilier sont éligibles à cette enveloppe.
Alors, vous vous en doutez, Thomas, il y a eu plein de questions. Question de Gildas, SCPI hors assurance vie ou dans une assurance vie, quelle est la différence? Question de Gabriel, quel est l'intérêt de souscrire dans l'immobilier par l'intermédiaire d'une assurance vie au lieu de souscrire directement à une SCPI? Pourquoi on le ferait en assurance vie plutôt qu'en autre chose? Alors, il y a plusieurs avantages à souscrire donc, via l'assurance vie. Le premier avantage, c'est que le ticket d'entrée va être plus faible, puisque c'est l'assureur en fait, qui va permettre de diviser les parts de SCPI et permettre un investissement à partir d'une faible somme. Il y a aussi un autre avantage qui est lié à la fiscalité, on l'a dit, puisque au sein des enveloppes assurantielles, donc comme l'assurance vie, c'est la fiscalité de l'enveloppe qui s'applique et non pas la fiscalité des revenus fonciers ou des plus-values immobilières qui, comme on le sait, en France, peut être relativement lourde. Donc ça permet de bénéficier du cadre fiscal avantageux de l'assurance vie pour avoir une poche immobilière dans son patrimoine. Plein de questions. Alors, tout bien sûr, les invités autour de la table peuvent répondre. Question de Patoche, le rendement net final d'une SCPI en assurance vie est de l'ordre de 3%. Vous confirmez? Est-ce qu'on confirme? J'ai envie de dire ça dépend de la SCPI. Ça dépend. Exactement, ça dépend de la SCPI. Exactement. Donc voilà, ça dépend de la SCPI, Patoche. Question, le rendement des SCPI en assurance vie porte-t-il sur l'intégralité du versement, frais d'entrée compris, comme pour un achat de SCPI en direct, frais d'entrée prélevés à la revente? Question un peu technique. Qui se sent d'y répondre? Alors, je vais la prendre, celle-là. Allez-y, Nicolas. Alors, ce qui est important, c'est que les SCPI, mais je pense que Thomas le reprécisera, c'est les véhicules, quand on les souscrit dans l'assurance vie, ça nécessite la signature d'un petit document supplémentaire qui vient véritablement expliquer de quelle façon elles vont être traitées, à quel prix on va rentrer, à quel prix ça va être valorisé, à quel prix on va sortir et comment les distributions de dividendes vont être impactées à l'intérieur du contrat. Donc ça, c'est l'élément qui va venir finalement répondre le plus précisément possible à cette question. Ensuite, effectivement, il y a un traitement qui va s'opérer sur le dividende, un dividende qui sera reversé à l'intérieur du contrat, net de fiscalité, puisque effectivement ça ne s'applique pas, et sur lequel des frais sont ensuite prélevés, qui sont les frais du contrat, comme n'importe quelle unité de compte à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Bon, ben voilà. Et pour préciser, en l'occurrence, donc Boursorama Vie est un contrat qui est assuré par Generali, et Generali réinvestit automatiquement les dividendes dans la SCPI. Donc lorsque vous investissez via une SCPI dans l'assurance vie Boursorama Vie, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans la SCPI, donc ça permet de bénéficier donc, des intérêts composés puisque la part dédiée à la SCPI va grossir au fur et à mesure que les dividendes seront versés. Alors du coup, forcément, on l'a déjà un peu évoqué, mais question de Laurent, quels sont les frais sur les SCPI dans les contrats Boursorama Vie? Alors les frais, ils sont donc il y a ce qu'on appelle donc les frais d'enveloppe, puisque donc la détention, les SCPI sont finalement une unité de compte comme une autre, même si elle a quelques petites spécificités. Donc au sein de Boursorama Vie, les frais d'enveloppe sont très faibles, donc de 0,75%. Et ensuite, donc, tout ce qui est arbitrage, versement, c'est 100% gratuit, il n'y a aucun frais qui sont prélevés. Et ensuite, il y a les frais de gestion de la SCPI, mais du coup qui sont intégrés dans le prix de la part et qui sont, on va dire, pris en amont par l'assureur. Et donc le client a directement, lorsqu'il investit, la part nette de frais. D'accord. Alors, on va faire forcément, on a évoqué les enveloppes, les produits, on va faire un petit focus sur nos deux produits stars, Thomas, Boursorama Vie et Matelas. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de produits disponibles? Bien sûr. Alors, donc, effectivement, pour l'instant, on a été très générique donc, sur l'immobilier. Mais on a parlé donc, de Boursorama Vie et Matelas. Et donc, au sein de Boursorama Vie et de Matelas, donc, la première chose qu'il faut préciser, c'est que l'immobilier, aujourd'hui, n'est accessible qu'en gestion libre. Donc, si vous avez un contrat en gestion pilotée, si vous souhaitez investir en immobilier, il faut soit passer en gestion libre, soit ouvrir un second contrat qui vous permettra d'avoir accès à l'univers d'investissement en gestion libre de Boursorama Vie et de Matelas. Donc Boursorama Vie en gestion libre, on le rappelle, c'est plus de 450 types d'unités de compte, dont 5 unités de compte immobilières, donc c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a une SCPI, donc de Sofidy, Immorente. On a 2 SCI, donc Sofidy Conviction Immobilière, qui comme son nom l'indique, est de Sofidy, et également ESG Tendance Pierre, qui est une société civile de Swiss Life Asset Managers France. Et on a également 2 OPCI, donc Swiss Life ESG Dinapierre et Sofidy Pierre Europe. Bon, alors il y a plein de questions qui continuent à tomber, ne vous inquiétez pas, elles tombent là, je les poserai à la fin, on va poursuivre un petit peu. Nicolas parlait tout à l'heure de logistique du dernier kilomètre, et justement beaucoup de clients disent, mais c'est super vos trucs, j'arrive pas à les retrouver, où est-ce que je peux les trouver pour investir? Alors le dernier kilomètre pour investir... C'est vous Thomas qui devez assurer cette logistique. Chez Boursorama, donc, lorsque vous êtes client Assurance Vie, vous vous rendez sur votre espace client Assurance Vie. Oui.
Vous choisissez de faire un versement libre ou un arbitrage, parce qu'il faut aussi préciser que les supports immobiliers ne sont pas accessibles via les opérations d'investissement programmées. Et donc, lorsque vous faites le parcours de versement ou d'arbitrage, vous arrivez à la fin sur un écran qui vous donne la liste des 450 unités de compte. Et bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de fouiller au sein de la liste de 450 supports. Merci. Il y a un filtre immobilier voilà, qui a été encadré sur Bien la, pensé, sur voilà, la slide il est là. Hein. et qui vous permet de voir tous les 5 fonds supports disponibles. qu'on a cités. Et donc pour le Péramatelas, c'est pareil. Il y a aussi un filtre immobilier qui vous permet de voir les fonds immobiliers qui sont disponibles dans votre contrat. Alors forcément, on a répondu aux questions directes. Donc on a un petit peu anticipé lors de ce webinaire, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Ça nous donne l'occasion de rappeler les avantages de l'assurance vie pour investir en immobilier. Exactement. Alors, donc, les avantages, donc, ce qu'on a dit, donc, il y a plusieurs avantages. Il y a des avantages qui sont liés à la pierre papier en tant que telle, puisque, comme on l'a dit au début, acheter un entrepôt, acheter un immeuble, c'est compliqué pour un particulier. Donc, le fait de pouvoir acheter, d'acheter via l'assurance vie, ça va vous permettre d'acheter via des petites sommes. Ensuite, c'est un investissement qui, il faut le rappeler, est décorrélé donc, des marchés financiers. Chez Boursorama, jusqu'à maintenant, vous pouvez investir dans votre PEA, dans votre assurance vie, dans votre compte titre, acheter des titres vifs, mais c'est vrai que souvent les marchés financiers, les marchés immobiliers sont décorrélés. Donc le fait d'avoir de l'immobilier dans votre assurance vie va vous permettre de pondérer un peu votre allocation d'actifs et donc de vous exposer à d'autres types de marchés. Ensuite, l'autre avantage, c'est vrai que le fait de pouvoir investir de façon 100% en ligne et sans contrainte de gestion, c'est quelque chose qui est assez rare dans l'immobilier. Avec votre assurance vie Boursorama Vie ou avec votre Péramatelas, vous pouvez investir en quelques clics dans l'immobilier, alors que on sait que traditionnellement, l'immobilier, c'est de la recherche de biens, c'est beaucoup de contraintes physiques qui sont très spécifiques. Et enfin, on en a déjà parlé, mais c'est toujours important de le rappeler, investir via son assurance vie, ça permet de s'exonérer de la fiscalité des revenus fonciers et des plus-values immobilières qui, comme on le rappelle à l'écran, suivant votre taux marginal d'imposition, de l'immobilier en direct peut être imposé jusqu'à 62%. 62,2%. Donc ça, c'est pour les plus chanceux d'entre nous qui ont un taux de marginal d'imposition élevé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'assurance vie, ce sera forcément capé. Et ça peut être même à partir de 17,5%. On ne va pas rentrer dans tous les détails de l'assurance vie et de la fiscalité, mais on a beaucoup de contenu sur Boursorama et on a d'autres webinaires dédiés. Mais il faut avoir en tête ces deux chiffres différents et le fait qu'on a une forme de protection fiscale lorsqu'on investit via l'assurance vie. Avant de revenir sur les grandes caractéristiques du contrat Boursorama, cette question de Jean-Robert, parce qu'on l'a pas évoqué depuis le début, alors que c'est quand même une question sur laquelle on arrive souvent. Dans ce type de placement, existe-t-il un risque de perte en capital ? Bien sûr, les fonds immobiliers. C'est le moment disclaimer, comme on dit chez nous. Exactement. Ne sont pas garantis en capital. Hein, c'est directement exposé au marché immobilier et suivant la tenue du marché immobilier ou des marchés immobiliers plutôt, on aura un risque de perte en capital qui existe. Qui existe. Jean-Robert qui nous demande aussi, est-ce que ce sont des revenus fonciers ? Alors, pas dans les enveloppes assurantielles, puisque, comme on dit, les revenus sont intégrés aux revenus de l'assurance vie et donc détenus dans l'assurance vie ou dans le Périn, c'est la fiscalité de ces enveloppes qui s'applique. Oui. Et lorsque c'est des OPCI qui sont détenus dans un compte titre, on a le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, donc la même fiscalité que les revenus dits mobiliers. Oui, la réponse à tout, Thomas, ça tombe bien parce qu'il va devoir nous faire le rappel des grandes caractéristiques de ce contrat d'assurance vie Made in Boursorama Vie. Alors, Boursorama Vie. La slide avec tous les zéros qu'on aime bien Exactement, représenter. On en a déjà un petit peu parlé, mais donc un contrat très compétitif avec donc, des frais de gestion d'enveloppe de 0,75% parmi les plus bas du marché. Ensuite, vous n'avez aucun autre frais qui s'applique lors des versements, des investissements ou des désinvestissements. C'est un contrat qui est accessible 100% en ligne. Donc là, vous pouvez en direct ouvrir un nouveau contrat si jamais vous n'êtes pas déjà client, à partir de 300 € de versement initial. Et des arbitrages qui s'appliquent à J+1. Et aussi, ça c'est un avantage qui est assez important, c'est que le rachat partiel se fait en 72 heures, ce qui n'est pas le cas de tous les contrats en ligne. Donc on a une facilité d'ouverture, une facilité de fermeture et une grande souplesse d'investissement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on a plus de 450 supports en unité de compte qui permettent de se constituer en fait un patrimoine très diversifié avec toutes les classes d'actifs qui sont représentées, donc l'immobilier dont on parle aujourd'hui, mais aussi des valeurs mobilières, du private equity, du fonds en euros et tout un tas de supports très divers. Ouais, et ça tombe bien parce que ce qu'il y a aussi sur le contrat Boursorama Vie, c'est la gestion pilotée et plein de questions sur la gestion pilotée. Je crois que j'ai une assurance vie en gestion pilotée, pas sûr. Dans ces cas-là, y a-t-il des SCPI ou autres SCI ou EPCI ? J'ai un contrat d'assurance vie chez Boursorama avec une gestion pilotée
profils prudents. Je n'ai pas vu de SCPI SCI dans mon contrat. Quid? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le cas d'une assurance vie en gestion pilotée, c'est un peu, voilà, tout et un. Peut-on garder une partie en gestion? Alors, dans le cadre d'une assurance vie en gestion pilotée, peut-on garder une partie en gestion? Je pense qu'il a voulu lire libre, Adrien, sur un support FCPI, OPCI, SCI. Puis c'est une question de Cécile aussi. Moralité, en gestion pilotée, est-ce qu'on peut avoir accès à ces supports, Thomas? Aujourd'hui, non. Donc la réponse est non. Donc aujourd'hui, vous allez me faire une autre annonce, je sens. Alors d'ici la fin de l'année, on aura la possibilité sur Boursorama Vie donc de faire ce qu'on appelle du multipoche, c'est-à-dire de cumuler une poche de gestion pilotée et une poche de gestion libre. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui sera accessible d'ici la fin de l'année. Je ne vais pas donner une date précise, mais avant fin 2023, ce sera possible. Bon. D'ici là, si vous souhaitez cumuler gestion pilotée et gestion libre, il vous faut avoir 2 contrats. Donc, si vous êtes en gestion pilotée et que vous souhaitez investir en immobilier, vous pouvez ouvrir un 2e contrat Boursorama Vie. Ou bien, vous pouvez basculer en gestion libre si vous le souhaitez. D'accord. Et attention, parce que votre petit camarade Andrea Dagnino fait aussi beaucoup de promesses et nos clients ont de la mémoire, donc on se retrouvera sur le plateau pour en parler. On profite aussi, puisqu'on rappelait les grandes caractéristiques du contrat Boursorama Vie, pour rappeler les grandes caractéristiques de notre Perrin Matelas. Tout à fait. Donc le Perrin Matelas, l'un des moins chers du marché. C'est un plan d'épargne retraite individuel qui n'a que 0,5% de frais de gestion du contrat. Donc il est parmi les moins chers sur ce reconnu par la presse comme l'un des exactement, moins chers du marché, reconnu par la presse également. Cher, oui. Et en gestion libre, on a un univers d'investissement de plus de 60 supports en unité de compte, parmi lesquels donc 2 supports immobiliers que sont les SCI de nos partenaires Sofidy et Swiss Life Asset Manager France, mais aussi des fonds indiciels tracker et aussi 2 fonds en euros qui permettent de sécuriser. Donc, par contre, il faut rappeler que lorsque vous êtes en gestion libre sur Matelas, il vous faut avoir au moins 60% de support en unité de compte. Donc, vous pouvez constituer une enveloppe de 40% de fonds en euros si vous le souhaitez et ensuite diversifier sur ces UC, dont les UC immobilières dont nous parlons ce soir. Bon, très clair. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. Je le disais, on l'a vu au début d'émission, c'est pas simple l'immobilier, il faut une vraie expertise sur le secteur. Eh bien, ça tombe bien puisque Boursorama s'est associé avec 2 spécialistes. Et on va commencer avec vous Aurélie, Swiss Life Asset Manager. L'occasion peut-être de présenter votre société à ceux de nos clients qui ne la connaîtraient pas déjà. Tout à fait. En effet, le nom Swiss Life est souvent un nom assez familier en général. Et Swiss Life Asset Managers France, c'est la société de gestion française du groupe. Donc Swiss Life Asset Managers, au total, sans compter uniquement la France, gère 253 milliards d'euros, dont un peu moins de la moitié en immobilier. Donc, et cette gestion immobilière, c'est vraiment un de nos savoir-faire historiques, puisque on fait ce métier depuis plus de 125 ans. Ah oui, maintenant. C'est pas mal, effectivement. On a des équipes de gestion et d'investissement dans 6 pays en Europe, donc qui acquièrent et qui gèrent des biens immobiliers sur l'ensemble des secteurs immobiliers qu'on a pu évoquer au début de cette conférence. En France, on est 280, répartis entre Paris et Marseille, bizarrement. Et on gère un peu moins de 20 milliards d'immobilier. D'accord. Voilà. Ce savoir-faire, on le met au service du groupe, et ça c'est important, c'est-à-dire que la compagnie d'assurance investit, donc le groupe Swiss Life investit son argent à nos côtés. Ils sont présents et ils investissent dans nos fonds immobiliers, par exemple, dans tous les fonds immobiliers qu'on gère, je pense. D'accord. On le met au service d'investisseurs institutionnels en France et en Europe. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui. On donne accès aux investisseurs particuliers via des fonds ad hoc et notamment via l'unité de compte immobilière, accès à ces expertises également. Bon, et ben justement, est-ce que c'est aussi l'occasion de présenter cet essai que vous proposez justement dans ce cadre? Exactement. Alors, il s'agit de l'unité de compte, donc de la SC, ESG Tendance Pierre. Ce produit-là, on l'a créé il y a 1 an et demi. D'accord. Et la performance depuis ce lancement, donc depuis 1 an et demi, elle est de 7,84%. L'objectif de ce produit, l'idée qu'on a eue quand on l'a lancé, c'était de pouvoir tirer parti des nouvelles tendances et des nouveaux usages, tu as employé ce terme Nicolas, dans la façon de consommer de l'immobilier. Donc il y a 3 thématiques principales sur lesquelles on travaille à travers ce fonds-là. D'abord, il y a le sujet du bureau, qu'on a déjà évoqué ensemble, effectivement. Depuis 2020, il y a eu un recours accru au télétravail, donc pour autant, les entreprises n'ont pas fait une croix sur leurs locaux. Néanmoins, il y a pas mal d'entreprises qui
encore aujourd'hui d'ailleurs, adaptent leur surface de bureau ou vont vers des surfaces de bureau plus adaptées. C'est-à-dire des actifs qui sont bien placés, qui sont bien connectés, qui sont près des gares, près des métros, près des RER, avec des plateaux modulables, des espaces un peu conviviaux, des espaces de vie quasiment. Et pour ces surfaces-là, il y a une demande qui est extrêmement forte. Donc ça, c'est notre premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les usages immobiliers liés au nouveau, on va dire, mode de vie. Alors c'est assez intéressant, il y a pas mal de choses qui émergent. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Alors, je vais prendre 2 exemples. Oui. Le premier exemple, c'est le co-living. Je D'accord. ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si nos auditeurs ont déjà entendu parler de ce mot-là. Le co-living, c'est l'habitat partagé. D'accord. Ça s'adresse, alors ça peut prendre plusieurs formes et ça s'adresse à plusieurs populations. Le point commun à ces immeubles-là, c'est que les surfaces individuelles, donc d'habitat individuel, sont relativement réduites. Et en revanche, les parties communes sont en général beaucoup plus étendues avec des services et des lieux de socialisation, des lieux de vie en fait. Oui. Ça crée un lien social entre les locataires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la pénurie de logements neufs, surtout en France, des salariés qui sont de plus en plus nomades, des auto-entrepreneurs, des étudiants qui ont du mal à trouver des logements et des résidences étudiantes, ou même des gens qui ont une trajectoire de vie personnelle qui est en phase de transition, par exemple. Eh ben, il y a plein de gens qui ne trouvent pas de logement adapté à leurs besoins. Pas de logement tout court. Ouais. Et le co-living, ça répond vraiment à cette demande. Et on a des taux de remplissage en France qui battent tous les records. Donc ça, c'est une vraie thématique porteuse. Nouvelle tendance, oui, intéressant. Nouvelle, récente et très dynamique et déjà investie par les investisseurs professionnels depuis, je ne sais pas, depuis quand? Plus d'1 an en tout cas. On a vu émerger ça depuis plus d'1 an. D'accord. Le deuxième exemple sur les nouveaux modes de vie, on va dire, et Nicolas en a parlé aussi, c'est l'hôtellerie de plein air. Le camping, donc. Le camping, exactement. C'est plus chic de dire hôtellerie de plein air, mais en fait, c'est du camping. Voilà. Donc la France, c'est leader européen sur le marché du camping. Voilà. Et pour vous donner un chiffre, le taux de fréquentation des campings en France entre 2021 et 2022, il a augmenté de plus de 20%. D'accord. Donc il y a un engouement pour ce mode de loisir, en fait, cette façon d'habiter quand on est en vacances. Et il faut savoir que les campings montent en gamme, que c'est un univers fini. Aujourd'hui, en France, par exemple, c'est très difficile d'envisager de créer un camping parce qu'il n'y a plus d'espace disponible, parce que les PLU des communes, y a pas une concurrence la protection de l'environnement, sans arrêt, le territoire français est fini et la création de camping est plus complexe, voire... Et en même temps, c'est un univers extrêmement fragmenté. En France, il y a plus de 5400 campings qui sont détenus par des indépendants, donc des familles en fait. Donc il faut aussi un savoir-faire particulier pour pouvoir aller chercher ces actifs-là qui sont très rentables et très attractifs. Et d'ailleurs, c'est la dernière acquisition qu'on a fait dans le cadre de notre SCI ESG Tendance Pierre. Un très très beau camping dans les Cévennes, 30 hectares et en Duze. Voilà, donc c'est un très bel actif. Et la dernière tendance, et on l'a également rapidement évoqué, c'est les nouveaux modes de consommation et notamment cette fameuse logistique du dernier kilomètre. On en aura parlé ce soir. Donc je commande un produit en ligne, j'ai besoin d'être livré dans la journée, voire dans l'heure, parce que la maîtresse d'école a dit qu'il fallait un cahier à spirale totalement pour demain matin, et que l'enfant le sait depuis 2 semaines, mais qu'il s'en est souvenu. Vous nous préfigurez ce qui nous attend dans quelques semaines. C'est du vécu en tout cas, c'est du vécu. Et ça, c'est un casse-tête pour les entreprises. Et donc, ça implique de trouver de nouvelles solutions immobilières parce qu'on ne peut pas se reposer pour gérer ce dernier kilomètre sur les gros entrepôts logistiques en race campagne. Ça ne fonctionne pas. Petites unités de stockage. Donc, il faut exactement des petits entrepôts urbains qui vont être intégrés au tissu économique des centres-villes, ce qui va permettre aux entreprises de limiter leurs coûts de transport, leurs coûts de livraison, etc. etc. Donc ça, pareil. Et puis, comme les coûts au mètre carré en centre-ville sont hyper élevés, on assiste aussi à des créations verticales d'entrepôts de logistique. On va voir des parkings qui vont être réaménagés. Donc voilà, tout ça, c'est des nouvelles tendances
qui sont extrêmement porteuses et qui nous paraissent pérennes. On voit bien en tout cas dans vos explications, Aurélie, que l'immobilier, loin d'être immobile, en tout cas, il se réinvente en permanence. Exactement. Et on le voit avec ces nouvelles tendances. Il se réinvente. Donc voilà, nous, dans cette ESCI, on veut investir dans l'immobilier qui va répondre demain aux nouvelles façons de travailler, de vivre, de consommer. Et pour investir dans ces thèmes-là, Thomas le disait, l'unité de compte immobilière, la SC ou la SCI, c'est un véhicule qui est très flexible et qui a plusieurs options pour aller acheter ses actifs. En termes de support, donc on va le faire via des fonds, donc des SCPI qui vont être spécialisés sur certains secteurs, via des fonds institutionnels, et puis via des actifs immobiliers en direct. Et je pense que c'est d'ailleurs cette façon d'investir qu'on va privilégier au deuxième semestre pour profiter des opportunités sur le marché et pour maintenir la bonne performance de notre unité de compte. Pour les gens qui nous regardent, ils se disent tiens, c'est SC, ESG, tendance Pierre. Est-ce qu'on est là ESG avec ces fameux critères environnement, sociaux et de gouvernance qui, parce qu'on n'a pas tellement parlé, mais on sait aussi que l'immobilier est au cœur des enjeux de transition énergétique, des bâtiments plus efficaces, mieux pensés, vous l'avez dit, moins gourmands. C'est aussi cette philosophie que vous poursuivez à travers cette ESC. Tout à fait. C'est un fonds qui est labellisé ISR, comme tous nos fonds destinés aux investisseurs particuliers. Oui. Et la dimension environnementale dans l'immobilier, elle est très prégnante, elle est très concrète, elle est très mesurable aussi. Donc oui, absolument. C'est un fonds les actifs qu'on achète ou les fonds d'ailleurs dans lesquels on investit doivent avoir ce label ISR. Ce label et cet objectif. Quand c'est des fonds non labellisés. Bon, voilà pour Swiss Life Asset Manager France et ce produit, c'est ESC et je vous passe la parole cette fois-ci avec Nicolas, notre deuxième partenaire, Sofidy, dont le nom là, je pense, est aussi familier pour les investisseurs. Alors Sofidy, en quelques mots pour resituer et rappeler qui nous sommes. Donc, nous sommes une société de gestion qui a été créée il y a 36 ans. Donc ça fait 36 ans qu'on intervient dans l'univers des fonds immobiliers sous toutes leurs formes. Donc on va retrouver notre titre, SCPI, SCI, OPCI. C'est bon, vous avez tous toute la gamme. On s'est constitué une petite collection. L'univers, et c'est important parce qu'on ne se l'est pas encore dit, un des points importants dans l'univers des fonds immobiliers, c'est le principe de la mutualisation des risques. Une mutualisation qui passe par des portefeuilles qui vont intégrer plusieurs actifs, de telle sorte que si vous avez un petit pépin sur un actif, il vous en reste beaucoup d'autres. Et cette notion de mutualisation, c'est dans l'ADN de Sofidy quelque chose de très très fort sur lequel on cherche à aller le plus loin possible. De telle sorte qu'aujourd'hui, derrière les 9 milliards d'actifs sous gestion chez Sofidy, c'est plus de 5000 actifs. Donc un niveau de granularité très forte pour permettre de donner des profils de risque plutôt mesurés aux véhicules que nous gérons. Donc c'est important d'avoir cet élément-là en tête. Sofidy, c'est également une capacité à investir dans une petite dizaine de pays hors de la France, même si notre territoire de chasse premier en termes de sourcing immobilier pour aller acheter, ça reste la France. On est venu là aussi. Sur les différents pays d'Europe, c'est ça Nicolas? Exactement. Ouais. Alors, je vais apporter une petite nuance, mais c'est des pays qui sont là, c'est des implantations du groupe auquel nous appartenons, le groupe Tikeo, qui est un groupe important, un groupe coté qui représente 40 milliards d'actifs sous gestion, avec 4 milliards de capitalisation, donc ça nous donne une assise, une sécurité très très forte. Et on peut effectivement s'appuyer sur ces antennes locales, sur ces bureaux pour venir développer notre savoir-faire. Ils ne vont pas faire le travail pour nous, par contre ils vont nous aider à grandir, à maîtriser cette matière immobilière le plus rapidement possible. Et ça c'est important pour venir apporter toujours de la diversification dans les patrimoines que nous gérons. La diversification ne s'exprime pas que au travers d'une expertise bureau, d'une expertise commerce, d'une expertise logistique. On peut l'exprimer également sur le plan géographique et ça c'est également un angle qu'on cherche à travailler dans les véhicules que nous gérons. Donc voilà en quelques lignes, en quelques mots pour vous expliquer un peu Sofidy. Je terminerai simplement en disant que c'est depuis 36 ans un peu plus de 50 000 épargnants maintenant qui nous font confiance, qui ont investi dans nos fonds en direct et on pense quasiment autant, voire plus à l'intérieur de l'assurance vie puisque on n'a pas la possibilité de connaître le investisseur, pas forcément mais
à coup sûr, il y en a au moins autant. 100 000 épargnants Exactement. qui ont des produits Sofidy. Voilà, donc ça c'est la petite présentation de Sofidy pour en quelques mots savoir qui nous sommes. Alors justement, maintenant, on a fait la présentation de Sofidy, on va s'intéresser aux produits avec là aussi, pour commencer, une ESC, Sofidy Conviction Immobilière. Oui, Sofidy Conviction Immobilière, donc c'est notre véhicule SC que vous retrouvez effectivement dans les contrats d'assurance vie chez Boursorama. Un véhicule qui vient de fêter ses 7 ans, donc un véhicule qui a atteint une certaine maturité, une maturité qui s'exprime également dans la taille du véhicule, hein, c'est près de 600 millions d'euros de capitalisation. Et l'objectif de ce véhicule, c'est de donner accès à de l'immobilier de manière directe ou indirecte à un épargnant à l'intérieur de son contrat d'assurance vie. Là, finalement, le descriptif est assez simple et pour ce faire, on a envie de venir capitaliser sur tous les moteurs de performance de l'immobilier, sur tous les moteurs en termes de typologie de fonds immobiliers, en termes de classe d'actifs d'immobilier, en termes de zone géographique, de venir faire un travail de benchmark et d'analyse, aller chercher les bonnes opportunités là où elles le sont. La sélectivité, Nicolas. Pour sélectionner, pour offrir quelque chose de très mutualisé et finalement, c'est là où la plus-value qu'on va pouvoir apporter à l'épargnant va s'exprimer. Et donc aujourd'hui, c'est un portefeuille, c'est un véhicule immobilier dans lequel vous allez retrouver un socle de SCPI. Donc indirectement, vous pouvez avoir accès en investissant dans Sofidy Conviction Immobilière à un portefeuille de SCPI qu'on a sélectionné. Et ce n'est pas que des SCPI gérés par Sofidy. On a des partenaires qui ont une vraie expertise sur certains sujets sur lesquels on va s'appuyer. Différentes formes de fonds qu'on trouve plus difficilement dans les contrats d'assurance vie. Des fonds professionnels, généralement réservés à des institutionnels, de l'usufruit de part de SCPI. Bref, quelque chose de très 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 mutualisé pour offrir une fois encore un couple risque-rendement plutôt sécurisant. C'est important de se dire que sur cette typologie de fonds, on est sur une échelle de risque qui va de 1 à 7 à 2, sachant que 1, c'est les fonds qui ont un capital garanti. Donc là, non, le capital n'est pas garanti, mais on est quand même sur des actifs qui sont sur cette échelle-là assez peu risqués, même s'il reste une partie de risque. Il y a une question, on y reviendra sur l'échelle de risque, parce qu'on avait une question de Gérard auquel on répondra. Voilà pour la SC. Et puis, le deuxième produit, je ne vais pas le survendre, mais il est quand même connu, hein, c'est un grand classique chez Sofidy, c'est Immorente. Alors, c'est un grand classique chez Sofidy, puisqu'effectivement, l'histoire de Sofidy a démarré avec Immorente. C'est notre flagship, c'est notre plus grosse SCPI, 4,3 milliards de capitalisation. C'est notre vaisseau amiral et c'est une SCPI dite diversifiée. Diversifiée, ça veut dire qu'elle ne va pas se spécialiser sur une typologie d'actifs, mais on a vocation à venir travailler tous les immobiliers. C'est un peu de cette façon qu'on présente Immorente, tous les immobiliers pour quelque part apporter un maximum de mutualisation. Donc dans le patrimoine d'Immorente, vous avez du commerce de proximité, du commerce de retail park qu'on évoquait tout à l'heure, des actifs de bureau, des actifs de logistique, des actifs de camping également, voire même un petit peu de résidentiel. Donc un fonds très généraliste qui nous permet parfois de le présenter comme un vrai produit fonds de portefeuille, comme une SCPI patrimonial. On aime également utiliser un petit peu ce genre d'usage de propos pour un peu faire la comparaison avec des fonds patrimoniaux. Et la caractéristique de ce véhicule avec une taille importante, c'est une fois encore le niveau de mutualisation. C'est près de 2500 unités locatives, voire même un petit peu plus. Donc, peut-être l'un des fonds immobiliers les plus mutualisés qu'on puisse trouver en Europe. Et une fois encore, ce niveau de mutualisation permet d'apporter un profil risque-rendement très mesuré, avec des niveaux de performance qui sont quand même au-dessus de la moyenne du secteur généralement. Donc voilà, un véhicule, vous le soulignez, mais effectivement qui fait un peu figure de référence dans l'univers de la SCPI. On avait cette question de Laurence tombée au moment de l'inscription. Pour Sofidy, quelles sont les prévisions de rendement d'Immorente pour 2023-2024 ? Vous les avez déjà ? Alors, on a déjà des éléments. L'avantage de l'immobilier, c'est que c'est une matière avec laquelle on peut arriver à se projeter. Puisqu'il y a des baux, on loue à des entreprises pour… Exactement, ça offre de la visibilité. Et nous avons d'ores et déjà annoncé donner une orientation à la hausse du niveau de distribution d'Immorente, qui avait distribué un niveau de l'année dernière de 4,82% de taux de distribution brute, et là on a pour cible d'aller tutoyer les 5%, donc plutôt positif. Plutôt positif. Alors, comme je le disais, les questions, on arrive à la fin de la présentation, merci Nicolas. Les questions ont plu sur la tablette. Je vais vous demander à tous d'être synthétiques parce qu'on va essayer d'en prendre le maximum, à commencer par celles qui sont tombées en direct. Et c'est parti. Alors, bien sûr, sentez-vous libre autour de la table d'en prendre une si elle vous inspire plus que les autres. Adrien nous demande, l'investissement en démembrement, nue propriété ou usufruit est-elle possible via ce type de support ?
Alors, la réponse est non. Non. Voilà. C'est l'investissement donc en démembrement, nue propriété, pleine propriété, à crédit aussi. Ce sont des formes d'investissement qui sont réservées à la SCPI en direct. Oui. Donc, comme on l'a dit, à date, ce n'est pas encore disponible chez Boursorama, mais on y travaille. On y travaille. Ça sera. Question de notre internaute qui s'est surnommé Tournevis. Y a-t-il un minimum d'investissement? Est-il possible et intéressant d'emprunter, acheter des SC, SCI ou OPCI? Alors, il y a deux questions en une là-dedans. Il y a déjà peut-être celle du minimum d'investissement. Ça, c'est pour vous, Thomas. Alors, le minimum d'investissement en enveloppe assurantielle, il est très faible puisque on peut investir à partir de 25 € sur Boursorama Vie. Et la deuxième partie de la question, j'ai oublié, désolé. Eh bien, c'est sûr. Est-il intéressant d'emprunter? Est-il même possible intéressant d'emprunter? Parce qu'on ne l'a pas évoqué forcément ce soir, mais un des mécanismes d'acquisition, notamment des CPI, c'est, elle en parlait, de faire du levier, c'est-à-dire de souscrire un prêt pour acheter des CPI. Alors, est-ce que ça, c'est possible? Alors, chez Boursorama, encore une fois, ce n'est pas possible puisque c'est réservé aux SCPI en direct, mais peut-être que nos partenaires qui proposent du coup des SCPI en direct via leur plateforme peuvent répondre sur l'intérêt du levier. Alors oui, il y a un vrai intérêt, et quand bien même aujourd'hui les niveaux de taux Oui, parce que c'est d'intérêt ont Nicolas, augmenté. Finalement, c'était peut-être intéressant à 2%, à 5%. Alors, on a le choix entre regarder dans le rétroviseur et rester dans le passé, ou regarder devant nous. Donc on va préférer regarder devant nous. Donc oui, c'est forcément moins intéressant qu'il y a quelques mois, mais ça reste pour autant intéressant. Rappelons que entre l'immobilier direct et les SCPI, c'est les deux seuls actifs, les deux seuls placements qu'on peut acheter en utilisant l'effet de levier du crédit. Ça veut dire qu'un épargnant qui n'a pas de capital de départ peut s'en constituer un, parce qu'il a une capacité d'épargne. Très clair. Question de droit 123. J'ai compris que la seule SCPI disponible dans le contrat Boursorama est Immorente. Oui, mais elle est super. Pensez-vous en avoir d'autres? Oui, alors on travaille effectivement à référencer de nouvelles SCPI, notamment en particulier de nos partenaires. D'accord. Et on informera les clients dès que ce sera le cas, lorsqu'on aura des nouvelles SCPI disponibles dans Boursorama Vie. Plein de news qui vont encore tomber. Vous êtes mis une pression, Thomas, ce soir. Seb nous demande, les SC délivrent-elles des dividendes ou des loyers? Alors la réponse c'est non, les SC capitalisent la performance dans le prix de la part. D'accord. Donc il n'y a pas de distribution de revenus, ce sont des fonds dits capitalisants, et lorsque la performance elle se reflète uniquement dans le prix de la part qui augmente. Très clair. Question de Seb, toujours le même. Si j'ouvre un contrat PER chez Boursorama, pourrais-je inclure celui que j'ai déjà via l'article 83 de mon entreprise? Alors là, on n'est plus sur le PER. Alors, on n'est plus tellement sur... Non, mais on va un répondre. PER1 en gestion libre va vous permettre d'investir dans les SC de nos partenaires. Oui. Donc tout à fait. Aujourd'hui, il y a une transférabilité des contrats d'épargne retraite. Donc tous les anciens contrats d'épargne retraite, article 83, PER, PERP, etc., tous les acronymes possibles et imaginables, contrat Madelin, sont transférables dans Boursorama Vie, dans Matelas, excusez-moi. Et d'ailleurs, on a un parcours de transfert de PER1 qui est 100% en ligne, extrêmement simple. Vous avez juste à retrouver la référence de votre contrat, remplir le formulaire, enfin, c'est même pas un formulaire, c'est un parcours 100% en ligne de transfert. Et ensuite, Boursorama et l'assureur partenaire se chargent de tout, il n'y a plus rien à faire. Et vous recevrez vos fonds sous quelques mois, le temps que l'assureur d'origine transfère les fonds chez Boursorama. Juliette nous demande, vous distinguez toujours Boursorama Vie. Est-ce que les anciens clients d'ING bénéficient des mêmes dispositifs que vous présentez ce soir? Tout à fait. Alors, les référencements de supports immobiliers, donc les 5 supports immobiliers dont nous parlons, sont à la fois disponibles dans Boursorama Vie et à la fois disponibles dans le contrat dit ex-direct. Donc, il y a la possibilité pour les clients ING d'investir dans Immorente, dans ESG Tendance Pierre, dans Conviction Immobilière et dans les OPCI également. Alors, une question sur les frais, j'aime bien celle-là. Si les SCI possèdent des parts de SCPI, est-ce que cela empile les frais? SCPI plus SCI? C'est une très très bonne question. Ah oui. Question de connaisseuse. Oui. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que les sociétés de gestion vont négocier des accords avec les sociétés de gestion qui gèrent les CPI sous-jacentes, c'est-à-dire les CPI dans lesquelles on investit, pour qu'il y ait une rétrocession des frais au profit de la société civile. Donc, il n'y a pas de logique d'empilement des frais. En tout cas, on cherche à éviter cela le plus possible dans l'intérêt du client, bien évidemment. Absolument. Et comme les investissements sont de grande taille en général, ce n'est pas des tickets comme dans un contrat d'assurance vie. Il y a donc une possibilité d'avoir des frais beaucoup plus réduits. Bon. Question de J. Quel est le délai de jouissance pour les dividendes d'une SCPI dans le cadre d'un contrat d'assurance vie? Alors, ça dépend des contrats d'assurance vie. Donc, sur Boursorama Vie, le délai de jouissance est égal au délai de jouissance à la détention en direct.
Donc pour Immorent, le délai de jouissance est du premier jour. Pardon Thomas. On monte au premier jour de la souscription et on calcule 3 mois, ce qui fait que dans les faits, on est au maximum à 2 mois et une trentaine de jours et au plus court 2 mois et 1 jour. Et ça vaut peut-être le coup d'expliquer le délai de jouissance, puisque c'est une notion dont on n'a pas parlé. Allons-y, on a encore un petit peu de temps. Alors c'est effectivement un point important que vous retrouvez tant en direct que dans les contrats, en tout cas dans le cadre du contrat en assurance vie chez Generali. Quelque part, on l'explique en disant le temps qu'on récupère l'épargne et qu'on l'investisse dans de l'immobilier, c'est pas comme si on achetait des actions. Il faut sourcer un actif, le trouver, signer une promesse de vente après l'acte d'acquisition. Donc ça prend un petit peu de temps. Et comme ça prend un petit peu de temps, ça prend du temps avant que l'actif génère des loyers. D'où cette histoire de délai de jouissance pour faire en sorte que la collecte d'épargne nouvelle ne soit pas dilutive, ne se fasse pas au détriment des porteurs de parts actuels. Voilà. Et aujourd'hui, pour donner un peu une fourchette indicative, on se positionne sur des délais allant entre 3 mois et 7 mois sur le marché global des SCPI. Bon, très pédagogique, comme réponse, très pédagogique, très complète. Question de Néa, est-ce qu'on peut avoir une assurance vie 100% immobilier, 100% SCPI? Alors, on peut avoir une assurance vie 100% immobilière. Après, comme on le dit, il faut toujours diversifier. Donc, ce n'est pas forcément conseillé de se positionner sur une seule classe d'actifs, puisque l'intérêt justement du contrat Boursorama Vie, c'est de proposer plus de 450 supports et des typologies de supports extrêmement larges. Donc, c'est techniquement possible. Mais ce n'est pas forcément faire qu'on doit le faire. Exactement. En revanche, si on rentre dans le détail des supports, c'est impossible de faire une allocation à 100% en SC. Alors aujourd'hui, il y a une limite sur le contrat. Vous ne pouvez pas mettre plus de 30% de votre contrat sur des sociétés civiles. Et là, encore une fois, on va faire une petite annonce. On travaille à lever cette limite pour pouvoir mettre un peu plus de SC dans le contrat. Mais aujourd'hui, c'est la seule limite physique, on va dire, dans le contrat Boursorama Vie. Au niveau de l'immobilier, on ne peut pas mettre plus de 30% sur les SC. Bon, en régie, ils m'ont enlevé une question là, qui était super intéressante. Du coup, je ne m'en souviens plus. Remettez-la moi sur ma petite tablette, s'il vous plaît. Je vais prendre la question de LP en attendant. Quand vous dites minimum 10 ans d'investissement, l'argent est-il quand même récupérable avant? C'est intéressant parce qu'on n'a pas parlé de blocage, de conditions de détention. Comment ça se passe tout ça? C'est 10 ans? La liquidité du contrat d'assurance vie, elle s'applique à ce qu'on met à l'intérieur. Voilà. Mais c'est vrai ce que disait Nicolas. Là aussi, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Ouais. Acheter un immeuble, le louer, le gérer, ça prend du temps. Donc, pour faire fructifier l'épargne que va nous confier un investisseur, il faut qu'il nous laisse le temps de faire ce travail-là. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'effectivement les sommes ne sont pas bloquées et qu'on peut, en cas de coup dur, parce que je pense que c'était peut-être la question de LP. Les sommes ne sont pas bloquées, voilà. Alors avec une petite exception, je crois qu'il y a un blocage pendant 4 ans sur les contrats Generali pour les parts de SCPI. Pour les SCPI uniquement. Pour les SCPI uniquement. Et ce n'est pas un blocage total, puisque la seule chose ce qui est impossible de faire, c'est lorsque vous investissez sur une SCPI, donc ce n'est pas le cas pour les SC et les OPCI, vous ne pouvez pas désinvestir par arbitrage dans les 4 premières années. Donc vous pouvez toujours faire un rachat total de votre contrat si jamais vous avez besoin du capital, mais en revanche, il est impossible de faire un arbitrage ou un rachat partiel, donc c'est une forme de blocage relative. Bon. Et pour compléter sur la partie intérêt donc de racheter plus tôt, on peut faire aussi l'analogie avec un investissement en direct lorsque vous achetez un appartement. Si vous le revendez le lendemain, vous aurez perdu tout ce qu'on appelle les frais d'acquisition. C'est sûr. Donc c'est possible. Ce n'est pas une opération gagnante. C'est possible, mais c'est rarement une opération gagnante. Ah super, on m'a remis la question. Ils sont top en régie. Question de cas, bah oui, parce qu'elle était intéressante. Bonjour, quand on a envie de faire un placement comme ça, on aime bien savoir ce dans quoi on investit. Les biens sous-jacents sont-ils clairement décrits, par exemple le type de bureau et la localisation? Si j'ai envie de tout savoir, est-ce que je saurais tout? Aurélie et Nicolas? Oui. Oui. Voilà une réponse. On se doit, c'est le principe de ces véhicules, une totale transparence. Oui. Sur les SCPI, vous avez des rapports annuels qui sont publiés tous les ans et dans ces rapports, vous trouvez la liste exhaustive des actifs qui sont en portefeuille et puis également souvent des présentations un peu agrégées pour savoir combien de pourcentage de bureaux, combien de pourcentage de commerce. C'est important que l'immobilier qu'il y a derrière, finalement que ce placement reste tangible. Oui. Ce qu'on affectionne dans l'immobilier, c'est la tangibilité. Oui, vous avez raison. Voilà. Et nous, on a même développé une petite cartographie qui permet d'aller voir beaucoup plus précisément là où se trouvent les actifs. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, on va investir dans telle SCPI, dans telle société civile, et que derrière, il y a peut-être le boulanger, les murs de la rue, boulanger chez qui on va acheter tous les matins, effectivement, sa baguette. Donc, c'est du tangible. C'est tout de suite beaucoup plus concret. Plus de temps dans la SC, puisqu'il y a
des SCPI en sous-jacent, mais par transparence, on peut faire exactement le même exercice. Bon, ça c'est important quand même, effectivement, de savoir ce dans quoi on investit. Question de Gérard, et vous l'aviez évoqué, Nicolas, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette notion. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie un niveau de risque de 3 sur 7 ? Parce que c'est vrai, maintenant, c'est magnifique sur les produits, on a des échelles de risque. On se dit, bon, 3 c'est moins risqué que 4, mais finalement, ça correspond à quoi ? Enfin, est-ce qu'on peut mettre aussi un peu de tangible derrière tout ça ? On peut mettre du tangible. C'est une notion qui a en plus évolué récemment. On reste sur une échelle de 1 à 7, mais avec des méthodes de calcul derrière qui sont un petit peu différentes, qui sont des méthodes de calcul, je vais me permettre de dire, très parlantes pour les actifs financiers, puisqu'elles s'appuient notamment sur des calculs de volatilité. Oui. Peut-être un petit peu moins sur l'immobilier. Ce qui est important, c'est pour autant, ça permet de se situer sur une échelle comparable avec d'autres produits d'investissement. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Et globalement, je le disais tout à l'heure, si on cherche un produit capital garanti, ça sera le 1 uniquement. Dès lors qu'on bascule entre 2 et 7, il faut avoir conscience que le capital n'est pas garanti. Et plus on va monter effectivement sur cette échelle, plus le risque sera important. Généralement, les espoirs de gain vont en face. C'est ça. C'est le fameux couple rendement-risque. C'est ce fameux couple rendement-risque. Et donc, globalement, la vocation de ces véhicules de pierre-papier, c'est de proposer des couples plutôt mesurés. On n'est pas sur, on va se dire les choses très clairement, voilà. Pas des espérances de gains astronomiques, mais plutôt, et parfois on utilise cette comparaison, un peu l'idée de se dire, on a tous envie de dormir tranquille. Donc, même si on a conscience qu'il y a des risques, on dormira peut-être un peu sereinement. Un peu mieux à 3 qu'à 6. Vous y avez répondu à ces questions, Thomas, mais comme je vois qu'elles retombent, on va refaire un petit point. Question de Guillaume, peut-on utiliser le crédit immobilier pour investir dans ce type de placement ? Et question de Florian, Boursorama va-t-il proposer des SCPI hors assurance vie ? Je t'ai répondu, mais oui, mais c'est aussi ça les webinaires. On répond à nos clients. Peut-être que certains se connectent en cours de... Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on le rappelle, les SCPI, l'immobilier chez Boursorama, c'est uniquement dans les enveloppes assurantielles. Pardon. L'offre de SCPI en direct est prévue pour la fin de l'année et on travaille également sur une solution de crédit. Bon, question d'Adrien sur un point qu'on n'a pas encore abordé sur ces supports. Y en a-t-il qui donnent droit à des déductions ou des réductions d'impôts ? Est-ce qu'il y a de la défiscalisation un petit peu là-dedans ou pas ? Non. Non. Sur les véhicules que nous proposons, non. Il existe certaines SCPI qui sont adossées adossées à des dispositifs fiscaux, mais ce n'est pas du tout le cas des produits dont on se parle et encore moins à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. Hervé, ça c'est une question pour vous. Nicolas se demande quelle est la performance d'Immorente sur les 5 dernières années. Il veut savoir si vous avez tout dans la tête. Alors Hervé, essayez d'être précis. Demi-teinte, Ce qui est important, et ça permet d'apporter cet élément de précision, c'est que les performances doivent, et ça Aurélie l'a souligné, s'apprécier sur le long terme. Et il y a 2 moteurs de performance dans l'immobilier, dans les SCPI notamment. Il y a le rendement, les loyers, les dividendes qui sont versés, et puis Thomas le rappelait, l'évolution du prix de la part. Et l'indicateur qui permet de faire la synthèse de ces 2 moteurs, c'est le TRI, le taux de rendement interne. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ce taux de rendement interne. Alors, je ne l'ai pas en tête sur 5 ans. Par contre, je l'ai en tête depuis l'origine d'Immorente, il y a 36 ans. On est à un peu plus de 9% de taux de rendement interne. C'est des performances passées, elles ne préjugent pas des performances futures. Elles ont le mérite d'exister pour autant. Mais voilà, donc bien évidemment, c'est un indicateur qu'on peut regarder, mais voilà, il n'est pas fiable, eu égard. En tout cas, on ne peut pas l'utiliser pour se projeter de manière concrète, pleine et entière sur les performances futures. Très clair. J'imagine qu'on retrouve toutes ces infos sur le site de Sofidy. Complètement, et puis également sur le site de présentation, l'espace dédié aux présentations des SCPI chez Boursorama. C'est magnifique, on fait la pub de Sofidy, ils font la pub de Boursorama. Voilà, si ça, c'est pas un partenariat qui fonctionne. Lo qui nous disait, allez-vous proposer plus de supports immobiliers à l'avenir ? Je crois que vous avez déjà répondu et que la réponse est positive. La réponse est oui. On a 5 supports actuellement dans Boursorama Vie avec Direct. On en a 2 dans Matelas. C'est un début et on travaille à référencer. On préviendra les clients lorsque ce sera le cas. Andreas se demande, pas d'OPCI en PEA, PME ? Ils en veulent toujours plus, nos clients. Non, effectivement. Alors, l'OPCI est un support d'investissement qui n'existe qu'en compte titre. L'enveloppe fiscale du PEA et du PEA-PME ne permet pas l'investissement en immobilier. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est lié notamment au régime de ces sociétés immobilières qui ont, on va dire, un avantage en tant que tel. Oui. Et donc, le législateur a décidé qu'on ne pouvait pas cumuler plusieurs types d'avantages fiscaux. Le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Oui.
Donc aujourd'hui, la seule façon d'avoir une exposition immobilière dans le PEA-PME, c'est chez Boursorama, c'est le crowdfunding immobilier. Oui. Mais à la différence des véhicules d'investissement dont on a parlé, en fait, dans ce système-là, vous n'investissez pas dans l'immobilier. En fait, vous prêtez de l'argent à un promoteur via l'achat d'une obligation et il vous rembourse avec intérêt. Donc c'est une exposition indirecte à l'immobilier puisque l'exposition directe est interdite. Et c'est avec notre partenaire Homunity et on a fait non pas un mais 2 webinaires complets sur le sujet. Donc si vous voulez plus de pression sur cette possibilité, là aussi vous trouverez toute l'info en ligne, le replay sur le site Boursorama. Bruno se dit, je n'ai pas saisi si Immorente sur Boursorama Vie permet de toucher un loyer. Si oui, touche-t-on 100% du loyer sur un fonds euro? Deux questions en une. Alors, la question de Immorente, enfin des SCPI en général dans Boursorama Vie, donc l'assureur reverse 90% des loyers. Donc l'assureur ponctionne 10% des loyers d'Immorente. La raison, c'est en fait, c'est un peu, on va dire, le prix du service, de pouvoir avoir une part qui est peu chère. Oui. De pouvoir jouir des spécificités de l'assurance vie et d'avoir un assureur derrière qui gère cette liquidité pour nous et qui permet d'avoir des tickets d'entrée plus faibles. Donc Generali reverse 90% des loyers. D'accord. Et ces loyers sont reversés dans le prix de la part, donc ils sont capitalisés dans Immorente et non pas dans le fonds en euros. D'accord. Très bien. Quid de la liquidité? Comment est-elle organisée hors OPCI? Ça, finalement, on y a plus ou moins répondu. Quand on est dans le cadre de l'assurance vie, c'est l'assureur effectivement qui gère la liquidité du contrat. Bon, voilà. Je pense qu'on arrive, sauf si on a dépassé déjà de 10 minutes, mais parce que vous aviez beaucoup de questions et c'est bien normal. Est-ce qu'en régie, on veut nous renvoyer des questions ou est-ce qu'on considère qu'on a traité la plupart de celles qui sont tombées? J'ai ma petite oreillette pour tout me dire à l'instant. On se gratte. On a tout traité, en tout cas la plupart. Écoutez, merci beaucoup, merci à nos experts ce soir d'avoir été complets, pédagogiques, clairs sur, sur les différents produits. J'espère que vous en savez plus maintenant sur les SCPI, SCI, SCO, PCI au sein du contrat d'assurance vie. Merci à vous trois pour cette présentation. Merci Laurent. Merci Laurent. Et je le rappelle, si vous n'avez pas pu tout voir, eh bien pas de panique, d'ici quelques jours on va faire au plus vite, vous pourrez trouver le replay en ligne sur le site de Boursorama. Restez encore, vous le connaissez, ça c'est la même petite musique que d'habitude avec nous quelques instants après le générique, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très bonne soirée et à bientôt.